Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts pendant laquelle nous allons parler des cicatrices. Alors qu'elles soient consécutives à une plaie, une maladie cutanée ou une intervention chirurgicale, ces marques peuvent constituer non seulement des handicaps esthétiques, mais être aussi source de douleur ou de gêne pour certains mouvements. Alors sur le processus de cicatrisation, sur l'évolution de ces cicatrices, sur la façon de les traiter pour qu'elles restent les plus discrètes possibles, nous avons rassemblé l'ensemble des questions de nos internautes de Pourquoi Docteur et nous sommes avec le docteur Richard Zlotho, chirurgien plastique et esthétique et chirurgien dermatologique, pour vous apporter les meilleures réponses. Bonjour Richard Zlotho, merci d'être avec nous pour cette émission. Et la première question que je vais relayer auprès de vous, qui nous vient de nos internautes, c'est une question très générale. Les cicatrices, est-ce qu'on peut éviter qu'elles prennent un aspect trop visible ou est-ce qu'on peut même, presque par miracle, les effacer ? Bon. Alors d'abord, une cicatrice restera une cicatrice à vie. Maintenant, vous avez des cicatrices qui sont de tellement belle qualité qu'on finit par pratiquement ne plus les voir. Mais dire qu'une cicatrice s'efface totalement, non. Ça, je crois qu'on ne peut pas le dire. Alors en effet, on peut maintenant, grâce à ce qu'on connaît sur les phénomènes de cicatrisation, faire en sorte que la cicatrisation soit la moins visible possible. On reviendra en détail d'ailleurs sur toute la manière dont on peut prendre en charge ces cicatrices pour limiter l'aspect au moins visuel. Il y a pas mal de questions qui nous viennent de nos internautes sur finalement qu'est-ce qui génère l'apparition d'une cicatrice. C'est quoi le processus ? L'apparition d'une cicatrice hypertrophique, vous voulez dire ? Absolument. Alors, c'est une cicatrice qui évolue mal. Parce qu'une cicatrice normale, c'est une cicatrice qui va évoluer en gros sur un an, avec un pic inflammatoire important pendant les 3 premiers mois. La cicatrice va paradoxalement être de plus en plus moche au cours des 3 premiers mois, pour ensuite se stabiliser et ensuite progressivement pâlir, diminuer, être moins gênante, pour arriver à une cicatrice totalement terminée au bout d'un an. Ça, c'est la cicatrice dite normale. Quelle que soit la taille de la cicatrice ? Quelle que soit la taille de la cicatrice. Mais encore une fois, ce sont des moyennes. Il faut comprendre qu'on a, sur la peau, on a plusieurs épaisseurs. La cicatrice ne va évidemment pas évoluer de la même façon selon qu'il s'agit d'une peau épaisse comme dans le dos ou le thorax, ou sur les paupières où la peau est très fine. Plus la peau est fine, plus l'évolution est rapide. Alors une cicatrisation normale, ça va évoluer globalement sur 3 mois de façon très inflammatoire, puis progressivement, on dit à peu près sur 1 an, pour que le phénomène inflammatoire ait complètement disparu. Une cicatrice anormale, alors on va en parler, il y a 2 types de cicatrices anormales. Il y a les cicatrices dites hypertrophiques, qui sont des cicatrices qui vont, à terme, toujours finir par s'arranger, mais dont l'évolution est exagérée dans le temps et dans l'intensité. Et ça peut évoluer sur plusieurs années. Et puis, il y a malheureusement les cicatrices kéloïdes qui, elles, ne s'arrangent jamais avec le temps. Alors, restons justement sur ces cicatrices un petit peu particulières. Qu'est-ce qui fait qu'une cicatrice devient hypertrophique ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui, d'abord, tiennent à la peau elle-même. Il y a des facteurs génétiques qui font que certains sujets, de façon génétique, qui sont liés à plusieurs facteurs, ont tendance à faire ce qu'on appelle les cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes. Puis il y a des facteurs extérieurs qui sont les techniques chirurgicales, une peau par exemple qui sera suturée sous tension, une cicatrice qui sera mal orientée par rapport aux lignes de tension habituelles de la peau, et puis certaines localisations dont on sait qu'elles sont souvent génératrices de cicatrices du type hypertrophique. Justement le thorax, le dos, le lobe des oreilles. Et ces cicatrices hypertrophiques, elles peuvent être causées soit à la suite d'une intervention chirurgicale, mais aussi à la suite d'une plaie. Bien sûr. De toute façon, que ce soit une intervention chirurgicale ou une plaie, le phénomène de la cicatrisation est le même. Et donc les cicatrices kéloïdes, alors quelle est d'abord la différence avec la cicatrice hypertrophique et quelle est la cause ? Alors la plupart du temps, la cicatrice kéloïde, c'est génétique. Elle se voit chez certaines peaux, les peaux africaines, les peaux asiatiques, souvent, à telle enseigne que justement, dans certaines tribus africaines, pendant longtemps, on a utilisé cette propriété comme décoration. On faisait des scarifications de façon à entraîner une espèce de gros bourgeon. Donc c'est clairement d'origine génétique. Ça, c'est l'évolution de la cicatrice kéloïde. Pour ce qui concerne la cicatrice hypertrophique, encore une fois, c'est souvent génétique également.
Alors j'ai une question sur les cicatrices kéloïdes d'une personne qui a vu son médecin qui lui a dit que c'était une sorte de tumeur bénigne. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose de grave derrière? Non, ça ne veut rien dire. Une tumeur c'est... En termes médicaux, tout ce qui pousse est une tumeur. Je veux dire, Mais c'est un mot qui fait peur. Ben oui, parce qu'on l'associe forcément à cancer ou à tumeur maligne. Non, une tumeur, c'est tout ce qui pousse. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où quelque chose pousse et n'est pas malin, c'est une tumeur bénigne. Alors, on pourrait effectivement dire d'une kéloïde qu'elle est tumeur bénigne. Moi, je ne dirais jamais ça, mais oui, on pourrait le dire. Et une question un peu particulière, mais peut-être que ça a dû arriver à cette personne. Est-ce qu'une piqûre d'insecte peut provoquer une cicatrice kéloïde? Absolument. Absolument. Une piqûre d'insecte peut quelquefois avoir des complications en fonction de la façon dont la peau va réagir. Il peut y avoir des phénomènes inflammatoires surajoutés à la piqûre d'insecte qui elle-même va entraîner une cicatrisation de type hypertrophique, et on a vu d'authentiques problèmes de cicatrisation, non seulement strictement cicatriciels, style cicatrice hypertrophique, mais là, pour le coup, des lésions qu'on est obligé d'enlever et qui sont consécutives à une piqûre d'insecte. Et est-ce que ça peut être aussi une évolution dans les cicatrices consécutives à des brûlures? Alors, la cicatrice de brûlure, par définition, est un mauvais pronostic. Tout ce qui est cicatrice de brûlure va mal évoluer. C'est-à-dire soit en hypertrophique, soit en kéloïde? Plutôt en hypertrophique, oui. Sur les cicatrices qui sont dues à des interventions chirurgicales, est-ce qu'il y a des méthodes chirurgicales pour limiter l'impact visuel au moins de la cicatrice? Tout simplement pour limiter, pour améliorer la qualité de la cicatrice. Alors, la première chose déjà, c'est dans la mesure du possible, ça n'est pas toujours possible, notamment en chirurgie traumatologique où on fait ce qu'on peut, avec ce qui reste quelquefois. Et donc, quelquefois, on est obligé de suturer malgré le fait qu'il y ait une perte de substance et on est obligé de tirer sur la peau. On sait que ça va souvent évoluer vers une cicatrice hypertrophique. Mais en dehors de ces cas-là, on peut essayer d'orienter la cicatrice dans les lignes de tension normale de la peau, ce qui est déjà un facteur favorisant. On va faire en sorte d'avoir des cicatrices qui sont bien suturées et surtout, dans la mesure du possible, sans tension cutanée. Alors, j'ai pas mal de questions sur le traitement de ces cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes. Une personne me dit que son médecin lui a parlé d'injection de stéroïdes. C'est quelque chose qui peut produire des effets. Comment ça se passe? Alors, une cicatrice, d'une façon générale, toute cicatrice, c'est un phénomène inflammatoire. Et ce phénomène inflammatoire est responsable de ce qu'on voit sur toutes les cicatrices, c'est-à-dire le fait qu'elles soient rouges, qu'elles soient gonflées, qu'elles démangent, qu'elles fassent mal, qu'elles soient chaudes, etc. À partir du moment où une cicatrice évolue mal, c'est que le phénomène inflammatoire continue. Alors que dans une cicatrice normale, ce phénomène inflammatoire, à partir du 3e mois, est censé diminuer. Et tous les traitements qui peuvent diminuer l'inflammation sont des bons traitements pour traiter la cicatrice, dont les injections de stéroïdes, de cortisone, dans la cicatrice. Et est-ce qu'il y a d'autres traitements? Alors, bien sûr qu'il y a d'autres traitements, parce que les traitements, les injections, étaient des traitements qu'on a fait beaucoup jusqu'à l'apparition ces derniers temps et une meilleure compréhension du phénomène cicatriciel. Et maintenant, on utilise les gels de silicone. Qui ont quoi comme effet? Donc, qui sont des gels qu'on applique sur la peau? Les gels de silicone sont des gels... on va revenir un peu rapidement. On sait maintenant que c'est l'évaporation. Quand la couche d'épiderme cicatricielle est trop mince, elle n'est plus suffisante pour prévenir l'évaporation d'eau depuis l'intérieur de la peau vers l'extérieur, ce qu'on appelle les pertes insensibles en eau. Et de ce fait, les fibroblastes, c'est-à-dire les cellules du derme, vont être stimulées et vont sécréter encore plus de collagène, ce qui va entraîner l'apparition d'une cicatrice épaisse hypertrophique. Donc, on a trouvé le moyen d'imperméabiliser la couche de l'épiderme par un film de silicone, et c'est pour ça qu'on utilise les gels de silicone. Et du coup, on bloque cette stimulation et on limite la stimulation des fibroblastes. Autre question sur ces cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes. Des médecins semblent recommander à certains internautes, pour des cicatrices qui sont consécutives à des plaies, la possibilité d'une intervention chirurgicale pour les réduire. Ça ne peut pas être cicatrice sur cicatrice? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est tout le problème des cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes. On peut penser quand on en a fait une, on va en faire d'autres. Et que si on opère des cicatrices, on a de
beaucoup de risques de retrouver une cicatrice hypertrophique ou kéloïde. Alors, il y a effectivement des traitements chirurgicaux qui consistent quand la cicatrice hypertrophique, mais plutôt kéloïde, est très importante, on va non pas enlever toute la cicatrice, mais retirer une partie de la cicatrice. Mais enfin, moi, je trouve pas que ce soit vraiment le traitement de choix. En tout cas, parlons de cicatrices hypertrophiques. Les cicatrices kéloïdes sont vraiment un traitement très particulier. Vous parliez tout à l'heure des différences de peau qui peuvent générer des réactions également différentes en matière de cicatrisation. On a des questions sur ce que peut être l'impact notamment de certains régimes alimentaires ou de certains modes de vie sur la capacité de la peau à plus ou moins bien cicatriser. Bon, il est évident qu'un certain nombre d'habitudes, voire de mauvaises habitudes, je pense au tabagisme par exemple, vont entraîner une nette diminution des capacités de cicatrisation. Les régimes alimentaires, je pense qu'un régime alimentaire bien équilibré va permettre une cicatrisation de bonne qualité. Lorsque les gens ont une diète importante, notamment dans le cadre d'un régime alimentaire, on peut effectivement avoir un impact négatif sur la qualité de la cicatrisation. Donc mon conseil serait de manger normalement, évidemment, si on est fumeur, d'arrêter le tabac avant, au moins 2 mois avant, et si possible 2 mois après l'intervention. Il y a toujours des questions en lien entre l'état de santé ou l'état général et la capacité à bien cicatriser. Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent avoir un impact sur la capacité à bien cicatriser ? Le diabète. Le diabète est une maladie qui entraîne des troubles de la cicatrisation, bien sûr. Tout ce qui, d'une façon générale, peut entraîner soit une infection, soit, encore une fois, toutes les maladies inflammatoires, puisque je dis qu'une cicatrice, c'était inflammatoire. Tout ce qui peut impacter sur le phénomène inflammatoire de la cicatrisation peut avoir des effets délétères, oui. Donc, par exemple, dans une intervention chirurgicale, le fait de savoir que la personne est diabétique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte ? Bien sûr. Bien évidemment. Pour éviter une mauvaise cicatrisation. En tout cas, pour prévenir le patient, pour peser son indication opératoire, et pour, le cas échéant, prendre en charge la cicatrisation de façon peut-être un peu plus agressive dès le début. Quelques internautes parlent aussi de traitements au laser. Oui. Sont-ils efficaces ? Extrêmement efficaces. D'ailleurs, je les recommande systématiquement. Et donc, ça consiste en quoi ? C'est un rayon qui vient... c'est une affaire de laséristes. Ce sont les laséristes qui peuvent vous expliquer ça, parce qu'il existe une infinité de lasers et qu'en réalité, en fonction de la cicatrice et du stade de la cicatrisation, les laséristes vont utiliser tel ou tel type de laser. Mais le principe est que on va bombarder le site cicatriciel de façon, là, encore une fois, à diminuer la réaction inflammatoire localement. Et le laser est souvent associé à d'autres traitements préventifs. Alors, on a des questions justement là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose de complémentaire ou est-ce que ça doit se faire soit l'un, par exemple les stéroïdes, soit l'autre, le laser ? Alors, on va essayer de sérier les problèmes. Lorsqu'on va opérer un patient, et moi, mon point de vue et le message que j'aimerais délivrer aujourd'hui, c'est qu'une cicatrice, ça se traite tout de suite, d'emblée, parce qu'on ne sait jamais comment elle va évoluer et qu'on doit faire de la prévention. Et la prévention, c'est au minimum des gels de silicone, systématiquement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Moi, je prescris systématiquement des gels de silicone et la plupart du temps, je prescris également des séances de laser post-opératoire immédiates, c'est-à-dire dès le 21e jour. Les séances de laser, c'est en général une séance par mois, en règle générale pendant 3 ou 4 mois. Et les gels de silicone également pendant 3 ou 4 mois. Les injections de cortisone, ce sont des traitements curatifs sur une cicatrice hypertrophique déjà constituée. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça va empêcher la cicatrice de devenir hypertrophique. D'accord. Ce n'est pas exactement la même démarche thérapeutique. Donc c'est une sorte de prévention. Absolument. Je crois qu'il faut prévenir systématiquement. Alors, on a beaucoup de questions sur la vie quotidienne et les cicatrices. C'est une question tout à fait de saison. L'exposition des cicatrices au soleil, tout le monde dit que c'est pas bien. Pourquoi ? Et c'est vrai. Pourquoi ? C'est vrai pour 2 raisons. C'est que, encore une fois, n'oublions jamais qu'une cicatrice, c'est aussi, avant tout, s'accompagne systématiquement d'une réaction inflammatoire. Lorsqu'on s'expose au soleil, le soleil entraîne une augmentation de l'inflammation cutanée.
Donc on va rajouter de l'inflammation à une inflammation qu'on veut diminuer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est tout aussi important, c'est que l'exposition solaire sur une cicatrice fraîche peut entraîner une hyperpigmentation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une cicatrice foncée, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, bien évidemment, toute cicatrice fraîche, et dans cicatrice fraîche, je pense moins de 6 mois, doit être impérativement protégée du soleil. Et ça se fait évidemment par les écrans totaux. Certaines personnes évoquent les massages qui peuvent favoriser la cicatrisation. Ça semble être une méthode plutôt douce. Est-ce que c'est quelque chose d'efficace ? Elle est excellente, cette méthode, et elle doit être systématique. Toute cicatrice doit, en plus de tout ce qu'on a dit auparavant, être massée d'une certaine façon pour casser justement le côté fibreux qui va s'installer dans la cicatrice et pour assouplir la cicatrice. Et à quel stade de la cicatrisation ces massages sont les plus efficaces ? Moi, je dirais qu'il faut les commencer à partir du moment où la cicatrisation immédiate, c'est-à-dire au moment où la cicatrice est fermée et relativement solide, je dirais à partir du 21e jour. On peut commencer à masser une cicatrice si ça n'est pas trop douloureux. Et puis ces massages peuvent être poursuivis pendant très longtemps après. Ça dépend de l'évolution de la cicatrice. Mais très longtemps après, je veux dire qu'une cicatrice doit être massée pendant tout le temps de son évolution. Ça peut aller sur 1 an. Quand on a une cicatrice proche d'une articulation, comment gérer la difficulté de ne pas en permanence risquer de la rouvrir ou de la blesser ? D'accord. Alors... Bien évidemment que si on a une cicatrice qui est sur une zone d'extension, ou en tout cas sur une zone de tension cutanée, il faut éviter de mobiliser au maximum l'articulation pour permettre à la cicatrice de cicatriser. Alors ça, c'est le premier point. On va s'arranger pour limiter ces mouvements, pour faire en sorte que la cicatrice soit fermée et ne s'écarte pas trop. Mais après, l'autre problème, c'est qu'une cicatrice, elle va aussi se rétracter. Elle peut former une bride. Et ça, c'est un vrai problème lorsqu'une cicatrice est placée sur une zone d'articulation. Et c'est là qu'interviennent les massages, la kinésithérapie, un certain nombre de choses. Mais ce sont des cas un petit peu particuliers. Des questions également sur les tatouages, puisque les tatouages sont plutôt à la mode. Est-ce qu'il est possible, voire dangereux, de faire un tatouage sur une cicatrice ? Alors, on va parler de 2 types de tatouages. Il y a le tatouage décoratif classique. On peut parfaitement tatouer au-dessus d'une cicatrice. Noyer une cicatrice dans un tatouage, ça ne présente absolument aucun danger. Le seul risque potentiel, c'est qu'éventuellement, et ça les tatoueurs le savent très bien, c'est que sur une cicatrice, le pigment peut ne pas être aussi facile à prendre et à rester. Mais ça, les tatoueurs connaissent ça très bien. Puis il y a le deuxième volet du tatouage, qui sont les tatouages cosmétiques, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de cicatrices qu'on va tatouer cette fois-ci pour les rendre moins visibles. C'est-à-dire que lorsqu'une cicatrice a évolué, lorsqu'elle est terminée, qu'elle est blanche sur une zone un peu foncée, je pense notamment sur les aréoles, au cours d'une réduction mammaire, on peut parfaitement tatouer la cicatrice de la couleur de l'aréole pour que la cicatrice soit moins visible. Ça, c'est parfaitement possible. Okay. Donc ça n'est pas dangereux. Donc ça peut être d'une certaine manière un mode de traitement. Absolument. Pour mais ça n'est pas le mode de traitement visuel de la cicatrice. Alors voilà, c'est un traitement tardif pour limiter l'impact visuel d'une cicatrice terminée, mais on ne peut pas considérer que ce soit un mode de prévention vers une cicatrice anormale. On a évoqué tous les traitements pour prendre en charge les cicatrices. Est-ce qu'il y a des produits ou des méthodes naturelles qui peuvent aider aussi à réduire l'impact d'une cicatrice ? Vous voulez dire l'évolution vers une cicatrice anormale ? Absolument. Et moi, je pense que... Enfin, moi, je reste médecin, donc moi, je connais... Je suis désolé, je suis assez traditionnel. Et donc, moi, j'utilise les produits que je connais. Maintenant, les autres, je ne les connais pas, mais probablement que oui. On me parle souvent d'huiles essentielles, on me parle souvent d'un certain nombre de choses. Tous ces produits, entre guillemets, naturels, voilà, mais je ne les connais pas. Qui probablement ont un très, très bon effet. Pour certains d'entre eux, je ne les connais pas. Est-ce que certains médicaments peuvent retarder une cicatrisation ou perturber une cicatrisation ? La cortisone, précisément. La cortisone va diminuer le phénomène inflammatoire, mais va également empêcher la cicatrisation. Donc les patients sous cortisone, on sait, sont des patients qui cicatriseront moins bien. D'une façon générale, les patients immunodéprimés,
Voilà. En cas de plaie, quelle est la première chose à faire sur une plaie pour s'assurer que la cicatrisation se passera le mieux possible? Vous voulez dire qu'est-ce qu'il y a à faire de la part du patient ou de la part du médecin? Les deux. Les deux. Prévenir absolument d'abord l'infection. Ensuite, si on ne peut pas suturer, s'arranger pour entraîner ce qu'on appelle une cicatrisation dirigée. Alors, il y a actuellement la cicatrisation dirigée, elle va consister à entraîner justement la stimulation du collagène pour remplir ce qu'on appelle la perte de substance. Et là-dessus, il y a actuellement beaucoup de pansements disponibles. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est la compréhension du phénomène de cicatrisation. Avant, on voulait sécher les cicatrisations, et maintenant, on sait que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'une cicatrisation doit se faire en milieu humide. Donc, ça signifie l'utilisation de tous les pansements, il y en a beaucoup sur le marché, qui gardent la cicatrisation en permanence en milieu humide. Et ça, c'est vraiment un impératif. Ne jamais sécher une cicatrice. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, Dr Richard Zlotho, pour la précision et la clarté de vos réponses. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site Pourquoi Docteur, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre page Facebook, sur laquelle vous pourrez par ailleurs faire part de vos commentaires, voire publier un certain nombre de réactions. Merci donc de votre attention, de votre participation et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission Questions aux experts.